Ponge. Il est 10 heures, je vous propose que l'on débute notre séminaire. Chers amis, moi je suis très content que nous nous retrouvions enfin physiquement pour ce séminaire de printemps. Il y a quelque temps, avec le conseil de direction, nous avons souhaité que, au-delà de ce colloque traditionnel que nous n'avons pas malheureusement pu tenir ces 2 dernières années en décembre, puisse avoir aussi lieu un moment où on se retrouve entre nous au printemps. Alors le temps n'est pas très printanier, mais comme le dit Pierre-Yves, il ne pleuvra pas cet après-midi, ce sera parfait, pour que nous puissions entre nous parler de Peggy, évoquer des textes, et puis très librement, sous la forme d'un séminaire, non pas d'un colloque universitaire très formel, parler de Peggy entre nous. Parce que je pense que ce qui est important aussi, c'est que chacun arrive avec son Peggy en quelque sorte et puisse l'évoquer en toute simplicité et sans solennité particulière. Le séminaire que nous inaugurons aujourd'hui, et j'espère que chaque année nous pourrons le tenir dans ces mêmes conditions, sera consacré à Peggy et Paris. Vous savez que nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet. C'était l'objet du colloque que nous avions prévu il y a 2 ans et l'année dernière qui n'a pas pu se tenir pour les raisons qu'on sait. Et nous avons publié 2 bulletins et bientôt un 3e avec un peu de retard, je le regrette, mais c'est ainsi, consacré au texte que Peggy a écrit sur notre capitale. Alors c'est une journée très parisienne puisque au-delà de ce séminaire qui devra s'interrompre à 11h30 pour que nous puissions ensuite passer au 2e moment de la journée, nous allons inaugurer la plaque consacrée à la librairie Georges Bellay. Enfin, elle a été posée depuis plusieurs mois. Nous n'avions pas pu l'inaugurer formellement. Et nous le ferons tout à l'heure à midi en présence de la maire du 5e qui a bien voulu participer à cette cérémonie. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir enfin inaugurer cette plaque. Et ensuite, comme Pierre-Yves l'a indiqué, la journée se poursuivra après un déjeuner par une déambulation parisienne à laquelle invité le texte que Pierre-Yves avait publié dans le dernier bulletin et qu'il avait évoqué aussi lors de la petite conférence qu'on avait fait en décembre dernier. Et ça sera un moment particulièrement convivial car notre association qui s'intitule l'Amitié Charles Péguy doit aussi prôner ces valeurs d'amitié qui sont très importantes pour nous. Je ne parlerai pas plus, si ce n'est pour remercier Denis Labouré de nous avoir accueillis ici. C'est toujours un plaisir un peu ironique que de venir de parler de Peggy au sein de la Sorbonne. Et je vais laisser Dominique Ancelet-Netter qui va animer notre séminaire l'ouvrir avec nos amis Claire et Charles qui vont évoquer les textes qui, pour l'une, a déjà été publié dans le dernier bulletin et qui, pour l'autre, sera entre vos mains dans quelques jours, puisque le bulletin paraîtra dans quelques jours, avec un texte extrêmement important aussi de Jean-Pierre Sueur, que je remercie aussi pour sa présence. Vous verrez, c'est un très beau numéro. Et il y a aussi un très bel article de Nicolas Faguère sur les larmes chez Peggy. Voilà, donc une belle publication que vous aurez entre les mains dans quelques jours. Je me tais, je laisse Dominique maintenant présenter et animer ce séminaire et je vous remercie beaucoup pour votre présence qui me fait très plaisir. Alors, pour dire les choses de manière transparente, Charles a besoin du petit livre gris, bleu. Que je voulais montrer à Claire. Voilà. Merci et pardon. Dominique, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. C'est une vraie joie de vous retrouver, bien sûr, ici en présentiel. C'est pour la plupart d'entre nous une nouvelle première de se retrouver ensemble, en chair et en os. Aujourd'hui, je suis provisoirement pour 1h30 le maître du temps, non pas des horloges, mais du temps, donc pour respecter les temps de parole, et aussi le maître du son, si vous voulez bien tous éteindre vos téléphones portables. Nous avons vu assez d'écrans pendant tous ces temps derniers. Et je vais tout de suite passer la parole à notre premier orateur,
qu'on ne présente plus, mais que j'ai quand même présenté, Charles Coutel, vice-président de l'Amitié Charles Péguy, professeur émérite à l'Université d'Artois. Et je laisserai ensuite la parole à Claire Dodin, écrivaine, ancienne présidente de l'Amitié Charles Péguy. Charles, c'est à toi. Merci Dominique. Chers amis, quel bonheur partagé de renouer avec ce que le président de la République appelle les jours heureux. Moi, je trouve que c'est bien comme formule. Et non plus vieux. Vous voyez, il pleut le matin et dès qu'on commence, il y a du soleil. Hein, Denis, tu n'avais pas prévu ça, Eric non plus, Claire non plus. Donc, c'est bien. Comme le dit Eric, dans la synthèse qui va sortir, parce que tu es trop modeste, tu accompagnes la publication des deux interventions qui restaient, tu accompagnes cette publication par une extrêmement bonne synthèse. Voilà, c'est très important. Sa synthèse se termine par un éloge de la vie chez Péguy, hein, et je trouve ça remarquable. En tout cas, quelle belle moisson. Passons brièvement de la ville à la campagne, car le mot séminaire nous y invite. Hein. Un séminaire, c'est un lieu à la fois d'espace et de temps où l'on réfléchit sur les moissons passées, les semailles présentes et les moissons futures. Voilà. Tôt le matin, on peut faire comme ça la chronologie, mais en tout cas, il est question à chaque fois de semer, de planter, de moissonner, et les péguistes moissonnent à la main. Ils ne laissent pas faire les moissonneuses batteuses, d'accord? Et les gerbes, nous les faisons à la main. Nous ne laissons pas les machines faire les cubes, là, où nous faisons des gerbes. Aujourd'hui, donc, c'est un moment de séminaire dans ce quartier que Péguy aima tant. Il aima le quartier, un peu moins le tournant intellectualiste éventuel, guillemets, intellectualiste de la Sorbonne, mais il aimait ce quartier, pour des raisons que nous découvrirons chemin faisant. C'est le cas de le dire. C'est l'idée même de séminaire qui donnera l'unité à cette intervention, le temps étant compté, je ne multiplie pas les préalables. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment remercier les contributions de notre ami Le Priol, Alexandre de Vitry, que je ne vois pas, mais qui est avec nous par la pensée, Claire, bien sûr, Jean-Pierre Sueur, ici présent, qui est l'auteur d'un ouvrage remarquable. En venant ici, il me dit que c'est effectivement le souci de l'écriture qui l'a animé dans ce travail que nous saluons. Après avoir médité quelques instants, si vous le voulez bien, sur l'idée même de séminaire, je reviendrai sur un certain nombre d'interventions et sur certaines questions que laisse ouverte ma propre intervention qui tourne autour d'une formule qui est, une fois n'est pas coutume chez Péguy, relève plus de l'haïku japonais que de la longue litanie, des longues litanies de 1907, sur litanie sur lesquelles Jean-Pierre développe toute son analyse. Après avoir développé cette idée cet hommage à la notion de séminaire, j'ouvrirai un certain nombre de perspectives avec effectivement deux références. Petit livre, mais grandes idées. À un moment donné, entre la 12e et la 13e minute, j'évoquerai deux textes qui me semblent mériter peut-être 14 lectures que je vous conseille. Un séminaire, c'est aussi une mise en commun de livres de Jean-Claude Milner autour d'un concept que nous découvrirons, que nous approfondirons ensemble, et puis d'un autre texte provocateur, mais dont Péguy est la réponse, et dont le bulletin de notre belle amitié Charles Péguy est en partie la réponse. Existe-t-il une vie intellectuelle en France? Point d'interrogation, texte de 2004, extrêmement provocateur. Eh bien, c'est un ami, je vais lui dire, je vais lui téléphoner après notre séminaire, il a été enrichi par vos remarques, je vais lui répondre oui. Il existe une vie intellectuelle, et quand Eric parle de vie, je pense qu'on s'honore de dire aussi la vie intellectuelle, dont les cahiers sont en quelque sorte l'expression éditoriale. Mais l'amitié porte les cahiers, et réciproquement, comme notre bulletin porte notre amitié. Donc, rapidement, quelques éléments d'hommage à l'idée de séminaire. Un séminaire, tu l'as dit, Eric, n'est pas un colloque.
c'est ce que dit l'origine latine de seminarium, pépinière, renvoyant à semen, semence, et à sementis, le temps des semailles, les semailles. Tandis que messis renvoierait à l'idée de moisson, au temps de la moisson. Dans un séminaire, on sème pour l'avenir, mais on sème parce qu'il y a eu des récoltes, il y a eu des moissons précédentes. Il y a donc tout un cycle plutôt rural, mais que Péguy va réussir en quelque sorte à rendre un cycle, à le rendre, sans mauvais jeu de mots, urbain, au sens latin, là encore, c'est-à-dire la civilité dans l'espace public. Un séminaire permet donc de méditer à la fois, j'arrête bientôt les métaphores rurales, donc à l'idée de moisson passée, mais récente, et de semailles présentes dans la perspective de moisson future. Voilà, c'est dit. Toutes ces moissons supposent, chez Péguy, mais aussi chez nous, je pense, en tout cas chez moi, un long travail préalable, silencieux, de croissance cachée, c'est-à-dire le temps de la maturation discrète où nous, enrichissant des textes, nous laissons croître les épis, en souhaitant que les grains soient nombreux, bien sûr. Et les grains de blé, les gerbes, tout ça, nous, péguistes, nous aimons bien. Car toutes les moissons supposent donc ce travail silencieux. De plus, nous aimons bien, mais je dis déjà, faire du travail à la main. Bergsonisme oblige. Bref, fin de l'éloge du séminaire. Un séminaire se doit d'être séminal. C'est la même problématique. Sauf que dans notre monde pressé, nous n'aimons pas laisser le temps de la maturation se développer. Nous n'aimons pas la durée. Or, la durée, c'est la condition a priori nécessaire pour que la communication ne soit pas privilégiée au détriment de la transmission. La transmission, dit Régis Debray, je trouve que c'est heureux, est un transport qui transforme. Si la transmission suppose la maturation du temps. La communication, on dit de deux pièces qu'elles communiquent, mes amis, on ne dit pas de deux pièces qu'elles se transmettent, ou alors je ne sais plus parler français. Bref, ce séminaire nous dicte à la fois une volonté de nous tourner vers l'avenir, mais aussi de voir quelles sont les gerbes dont nous pouvons nous vanter ensemble, pas moi, vous. Et on me pardonnera de filer une dernière fois la métaphore rurale pour dire que je pense que les moissons futures sont à la hauteur des moissons passées, car vos interventions écrites et orales vont nous enrichir et évidemment c'est c'est la raison d'être d'un séminaire. Je vois, deuxième temps, 4 gerbes, 4 séries thématiques qui font unité dans les interventions écrites qui sont publiées ou qui vont l'être. Ces 4 séries thématiques font surgir une hypothèse qui conforte un concept, une idée. C'est que Péguy, à travers la formule « Paris n'appartient à personne », qui là, depuis 2 ans, nous intéresse, formule à sa manière ce que et les mathématiciens et les scientifiques appellent une classe paradoxale. J'y viendrai. Mais pour voir en quoi cette classe paradoxale que constitue Péguy, l'œuvre de Péguy, l'amitié Charles Péguy, notre bulletin et notre bulletin projeté dans l'avenir, il faut repérer la richesse et rendre hommage à la richesse des moissons depuis 2 ans, car il y a eu des échanges dans la durée pour nous. Et puis ceux qui n'aiment pas les gerbes, ben, ils iront glaner dans l'œuvre de Péguy, fin des métaphores agricoles. La première série qui nous a intéressés, c'est d'abord de prendre au sérieux, et Jean-Pierre y a consacré une grande partie de son beau travail sur cette problématique, Paris, le Paris de Péguy, Péguy dans Paris, prend au sérieux l'idée que les mots sont des personnages. Voilà. Ce sont des personnages qui à la fois sont nôtres et pas nôtres. Reprenons la belle formule de Colette, admirable. La littérature, c'est utiliser les mots de tout le monde, oui, mais comme personne. Je trouve ça génial. Pas ce que je dis là, moi, ce que Colette dit, c'est remarquable. Et Péguy nous permet de mettre en place des dispositifs pour que les mots de tout le monde
deviennent nos mots, peut-être même notre style. Ça, c'est jamais gagné. Pour s'appuyer, comme toujours Éric et Claire l'ont toujours souhaité, dans un texte méconnu qui s'appelle « Restez, Monsieur Lavis », 381, Péguy écrit « Les mots à Paris sont comme des êtres. Ce sont de véritables êtres qui courent, qui font leur chemin, qui agissent et qui causent. » Alors évidemment, Péguy, qui est fine guêpe, n'utilise pas le mot causer comme ça. Causer, c'est ce qui est à l'origine d'eux et ce qui fait causer. La cause, la causalité, c'est aussi l'occasion d'une causerie. Ou alors, les mots ne veulent plus rien dire. Dans le Paris de Péguy, on aime se promener, alors surtout lui, avec Jaurès, avec Guillaume, et il se trouve que j'ai mis la main sur un texte où Stefan Zweig se souvient d'une promenade où il voyait avec son ami Rilke, le grand poète, Rilke s'amusait à lire à haute voix, rappeler, à répéter les noms des rues et des enseignes. Et je me suis avisé, en péguiste, que une enseigne, elle nous enseigne. C'est-à-dire que la ville péguiste est un texte. Parce que ces mots se coagulent, ces mots se rencontrent, ces mots s'interpellent. On peut même les chanter. Ceci s'appelle la première série. La première série, qui traverse beaucoup de nos interventions écrites et orales, c'est prendre au sérieux que les mots ont une existence propre. Mais une existence propre, volatile, éphémère. À nous de les fixer sur le papier, dans l'étude et dans les rééditions, bien sûr. La seconde série correspondrait à ce qui a beaucoup intéressé Éric, mais aussi notre ami Gerbaud dans le temps, c'est de prendre au sérieux l'idée de monumentalité vivante qui caractérise Paris. Et vivante est aussi important que monumentalité parce que cela permet de se débarrasser de plusieurs confusions autour de l'idée de monument. Et là, Claire, dans ton intervention écrite, tu y insistes. L'idée de patrimonialité peut être ambiguë. Péguy parle de monument, il ne parle pas de patrimoine, à moins que je ne dise mal. L'idée de monumentalité vivante permet de rompre avec la dérive orléaniste de la patrimonialisation, ou à la dérive, vis-à-vis de la dérive commercialo-touristique qui consiste, tu le notes dans ta synthèse, Éric, de faire semblant de faire de Paris une ville musée. Or, certaines villes de province, que je ne nomme pas ici, quoique, sont en train de devenir des musées. Vous y allez, vous avez l'impression d'être dans une espèce de musée Grévin agrandi. Mais rupture aussi avec cette espèce d'énoncé déroutant de la prétendue ville-monde. Je crois que le Paris de Péguy n'est pas une ville-monde. Une ville-monde est un espace homogène où nous retrouvons, sans mauvais jeu de mots, les mêmes enseignes, ou plutôt les mêmes franchises, pas les mêmes enseignes. Le café de Starbucks n'a rien à voir avec le café du Sorbonne. Mais vous pouvez prendre 2 cafés de suite, hein, ce n'est pas mon point. L'universalisme cosmopolite de la ville de Paris, selon Péguy, c'est l'inverse du mondialisme niveleur de ce qu'on appelle une ville-monde. Ceci, c'est la seconde série. Je n'insiste pas. En revanche, nous pouvons rappeler, à la fois par hommage et par respect, mais aussi affection, ce que dit en 2002 François Gerbaud. Les villes révèlent la richesse des événements historiques qui les ont façonnés. Elles sont des trésors de mémoire, soulignés pour moi à l'écrit, permettant de saisir l'histoire dans une plongée en profondeur. Je crois que Péguy n'aurait pas aimé la tour Montparnasse et je n'ai jamais vu Péguy valoriser cette espèce de gerbe sans épis qui s'appelle la tour Eiffel. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait de recherche. Verticalité donc des monuments, fin de citation, hein, verticalité des monuments, profondeur vivante de la mémoire. Tout ceci permet, dans une formule que je trouve attachante, à notre ami Stefan Zweig de dire que Paris se caractérise par une éternelle jeunesse. Voilà. Vous vous promenez à Paris, vous prenez un coup de jeune. Je ne chanterai pas, mais il y a une chanson magnifique de Charles Trenet qui dit « Un petit séjour d'un mois ». Vous voyez, un petit séjour d'un mois.
Troisième synthèse, donc première synthèse, les mots. Deuxième synthèse, la monumentalité vivante, c'est-à-dire la mémoire profonde. Et troisième synthèse, ça a été développé par aussi Claire et d'autres. Paris, le Paris de Péguy, c'est aussi le lieu où l'on peut déambuler parce que c'est le lieu de la civilité. C'est le lieu de l'urbanité. C'est le lieu des rencontres. On avait déjà cela enveloppé dans la problématique de Diderot, début du neveu de Rameau. Mais je vous parle d'un temps où le coronavélo n'avait pas contaminé les trottoirs de Paris. Bref, cette urbanité est la condition de la laïcité de Paris. Or, vous combinez nomination, les mots, verticalité des monuments qui se souviennent, puisqu'ils ont des fondements, et laïcisation des comportements à travers ce caravansérail des peuples, pour reprendre Péguy. Eh bien, si vous combinez ces diverses problématiques, vous comprenez l'importance de la quatrième synthèse, qui est cette énigme de Paris n'appartient à personne. Ce qui me permet d'ouvrir des perspectives dans un dernier temps. Si vous combinez le goût des mots, l'admiration pour les monuments, le goût des rencontres apaisées entre piétons qui ne se font pas renverser, ça c'est pour s'amuser, vous obtenez une prise de conscience, c'est qu'on trouve chez Péguy, à travers le Paris de Péguy, une théorie de la production des classes paradoxales. J'explique, parce que n'appartient à personne, ça veut dire que Paris ne peut pas être accaparé, n'en déplaise à Rastignac, Paris ne peut être accaparé par personne. Paris à nous deux, ça va dans un roman, mais quand ça se passe dans la réalité, eh bien, on voit des élus opérer une mainmise sur Paris au détriment de la civilité héritée. Eh bien, qu'est-ce qu'on appelle une ville paradoxale, ou plutôt une classe paradoxale? Cette notion de classe paradoxale explique pour moi la concision, mais aussi la richesse du Paris n'appartient à personne. Une classe paradoxale est un ensemble dont les éléments peuvent se singulariser d'autant plus qu'ils revendiquent l'appartenance à un ensemble. La sociabilité du XVIIIe siècle avait expérimenté à travers ce qu'on appelle un salon. Un salon accueille celui qui vient de loin, Benjamin Constant, je me trompe de Benjamin Franklin ou autre, et que je sache, à l'époque, un Clémenceau, un Proust, même s'il en a donné une caricature, adorait les salons. Pourquoi? Le salon, c'est la mise en scène d'une classe paradoxale. Or, c'est très intéressant parce que la classe paradoxale se retrouve dans le geste éditorial des cahiers, et donc aussi de l'amitié. Amitié, cité, expression de cette amitié dans la quinzaine et expression de cela dans notre amitié et dans le bulletin. Pourquoi? Parce que ce jeu des éléments singuliers au sein d'une appartenance non contraignante fait que le lien qui nous unit n'est pas une entrave. Il n'y a pas de discipline de vote, il n'y a pas de discipline de parti. Ça c'est Péguy, ça c'est Dominique qui me dit que j'arrête dans 3 minutes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la notion de classe paradoxale est enveloppée dans l'expression « Paris n'appartient à personne ». Pourquoi est-ce important? C'est parce que la classe paradoxale permet à chacun d'être libre, de s'approprier les mots des autres en toute liberté. Paris, le Paris de Péguy, c'est une pépinière de classe paradoxale qui permet à chacun de trouver les mots pour dire sa liberté. Les ennemis de la République aujourd'hui tentent d'empêcher cette vie intellectuelle en nous imposant des modes, en nous imposant ces deux grands défauts, ces plaies d'Égypte qui constituent la vie intellectuelle et universitaire aujourd'hui, l'essentialisme et l'holisme. Je n'ai pas le temps d'expliciter. L'essentialisme consiste à réduire quelqu'un à une de ses appartenances héritées. Paris libère Péguy de ce que peut avoir de provincialiste Orléans, mais il reste orléanais pour ne pas être orléaniste. Il est donc complètement orléanais, mais il se débarrasse de l'orléanisme. C'est génial. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que les grands peintres, dans leur phase parisienne, accèdent à leur propre style grâce au style de Paris.
quand il n'est pas parisianiste. Terminons sur une idée importante. En entrant dans cette intervention, je vous ai parlé de ce petit livre qu'il faut prendre au sérieux. Il y aurait, depuis quelque temps, une absence de vie intellectuelle en France, d'où la fragilisation de l'université. Pourquoi? Parce qu'une certaine vie médiatique se prend pour la vie intellectuelle. Vous tueriez père et mère chez certains, pas universitaires, mais autres peut-être, pour passer 2 minutes sur une chaîne de diffusion. Et vous en parlez à la grand-mère, vous en parlez au neveu, tu sais, je passe à 22h52. Eh bien, de cela, Péguy peut nous libérer parce qu'il peut être celui qui, à travers toute son œuvre, va nous aider à résister à l'ère du temps qui consiste à réduire la vie intellectuelle à son expression médiatique. Et je reviens sur ma première idée, à revenir vers les exigences de la transmission au-delà des illusions de la communication. Je vous remercie. Merci beaucoup, Charles, et bravo pour cette intervention maîtrisée dans le temps et maîtrisée dans les concepts. Grâce au petit papier également. d'Éric Je vous propose que nous passions le débat après l'intervention de notre seconde oratrice, Claire Daudin, écrivaine, qui va nous emmener vers les Dames de Paris également, mais aussi vers le haut. Je me permets de vous présenter le dernier ouvrage de Claire qui s'intitule justement Vers le haut, 5 histoires ascensionnelles qui sont des nouvelles. Le séminaire est aussi la mise en commun des livres et des livres, des mots, des échanges, des idées. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Claire pour cette seconde intervention. Merci Dominique, merci à tous d'être là. J'espère que vous m'entendez bien. Et que vous me voyez. Alors, nous sommes toujours... Voilà. Alors, la technique est un grand apport, la technique nous aide. Merci de continuer à ne pas user de vos téléphones portables durant la durée de notre séminaire, qui était un séminaire dans un format court, ce dont nous nous félicitons tous. À toi, chère Claire. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais vous dire quelques mots sur Paris et Péguy, à partir d'une réflexion que j'ai eu à mener sur Notre-Dame. En effet, il y a déjà 2 ou 3 ans, quand on avait projeté de faire un grand colloque sur le Paris de Péguy, il m'avait été spécifiquement demandé de travailler sur Notre-Dame. Alors, c'était un honneur qu'on me faisait, c'était quel grand sujet, mais à vrai dire, j'avais été un petit peu agacée par cette demande, parce que je m'étais dit, ben voilà, pour moi, c'est les sujets pieux, c'est la poésie, et puis c'est un peu aussi l'air du temps. Hein. L'incendie de la cathédrale était tout proche, il avait déclenché toute une ferveur nationale, et je ne me sentais pas très à l'aise avec cette demande. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi, et puis je l'ai un peu contourné en me rendant compte que finalement, Notre-Dame dans l'œuvre de Péguy, ce n'est pas forcément ce qu'on croit, qu'il n'y a pas, autant qu'on pourrait le croire, de célébration du monument de la cathédrale Notre-Dame dans l'œuvre de Péguy, que Notre-Dame, dans la poésie de Péguy, comme Pauline Brûlé me l'avait fait observer, c'était vraiment une observation d'une rare profondeur au moment où nous travaillions ensemble sur la Pléiade. Péguy l'écrit sans tirer, et que Notre-Dame sans tirer, eh bien, ce n'est pas l'église de Pierre, c'est Marie, et que la manière dont Péguy relie Paris à Notre-Dame
c'est tout autre chose que de célébrer un monument à la manière de Victor Hugo. Donc ça, c'était le point de départ de ma réflexion pour sortir un petit peu, je dirais, du sentier battu. Et à partir de ce point de départ, je me suis rendu compte qu'il y avait, enfin c'est une interprétation, mais je la partage avec vous, hein, peut-être qu'elle est contestable, qu'il y avait chez Péguy une oscillation entre un Paris monumental, la ville monument, et un Paris habité, un Paris où Péguy rencontre des personnes, et singulièrement des femmes. D'où le titre de ma communication de ce matin, de la ville monument à la cité des femmes, qui n'est pas tout à fait le même que celui que j'avais donné à mon texte écrit, qui était Geneviève et les autres dames de Paris. Mais j'ai gardé la même idée en essayant peut-être de la clarifier en quelque sorte. Donc, je vous propose une promenade dans l'œuvre de Péguy où nous allons apercevoir certes les tours de Notre-Dame, mais aussi faire bien d'autres rencontres. Et tout d'abord, une fois n'est pas coutume, je distinguerai bien la prose de la poésie. En général, j'aime mieux faire des rapprochements, mais là, il me semble que le distinguo a du sens. Donc, dans la prose, nous avons de magnifiques célébrations de la ville de Paris à travers des déambulations, notamment dans un texte de 1905 qui est Notre patrie, où le narrateur, suivant le cortège du roi d'Espagne en visite dans la capitale française, décrit la ville. Et à travers cet itinéraire, il célèbre les monuments qui font la splendeur de Paris. Et alors là, il est certes question de la cathédrale Notre-Dame, avec son tiret, c'est vraiment le monument de pierre, mais ce monument n'apparaît que parmi d'autres. Il n'a pas de statut particulier par rapport au Panthéon, par exemple. Je vous cite, le Panthéon, Notre-Dame, l'Hôtel de Ville, des circuits à tenir toute une matinée. Donc, Notre-Dame est bien envisagée comme un des grands monuments de Paris, mais elle n'a pas plus de valeur que d'autres monuments. Par ailleurs, dans ces mêmes pages de Notre patrie, Péguy célèbre ces monuments, pas avant tout pour leur beauté architecturale, mais pour leur nature de monument. Il revient sur l'étymologie du mot. Le monument, c'est la mémoire inscrite dans la pierre. Et là, il y a de très belles formules. Donc, la ville monument, la ville de Paris, c'est cette magnifique capitale dans laquelle les événements historiques, la succession des événements historiques se sont vraiment inscrits dans la pierre, dans le pavé, comme la pierre de Notre-Dame ou autres bâtiments particulièrement beaux et historiques. Donc ça, c'est pour le Paris monumental, dans lequel effectivement Notre-Dame a toute sa place, Notre-Dame la cathédrale, mais pas plus que sa place parmi d'autres témoins du passé, inscrits, échafaudés grâce à la pierre. Alors, pardon, dans l'œuvre poétique, il en va différemment. Notre-Dame revient en force, notamment dans deux grands textes poétiques qui lui sont consacrés en 1913, la tapisserie de Notre-Dame et les ballades du cœur qui a tant battu. Mais il faut aussi, oui, non, ce sont les textes principaux où Notre-Dame est invoquée. Mais là aussi, on se rend compte que finalement, il n'est plus uniquement question de Notre-Dame de Paris. D'autres cathédrales sont invoquées, d'autres villes, notamment dans
Dans la tapisserie de Notre-Dame, il y a bien évidemment la cathédrale de Chartres qui prend sa place après, après Notre-Dame de Paris. Et puis, dans les ballades du cœur qui a tant battu, sont évoquées Notre-Dame d'Amiens, de Troyes, de Reims, de Chartres. Notre-Dame, c'est également la patronne de la Beauce, la patronne de la France. Donc, le lien avec Paris se distend. Ce qui se distend aussi, ce qui se défait un peu, me semble-t-il, c'est la monumentalité. Alors certes, il est question des tours de Notre-Dame dans les ballades, mais Notre-Dame n'a plus de tiret. Donc il y a une hésitation, une oscillation entre Notre-Dame sans tiret, qui désigne Marie, et puis le monument, puisqu'il est question des tours. Dans la tapisserie de Notre-Dame, quand il est question de Paris, donc Paris et les Parisiens qui se prosternent au pied de Notre-Dame, il n'est pas question des tours, il est question des pieds. Et à nouveau, il n'y a pas de tiret. Donc, évidemment, cela mériterait des analyses beaucoup plus fouillées, mais mon sentiment, c'est que Notre-Dame en poésie, dans l'œuvre de Péguy, se situe sur un entre-deux et reste une création un peu hybride, métaphorique, qui n'est plus tout à fait un monument et qui n'est pas complètement une femme de chair. Et c'est là qu'apparaît Sainte-Geneviève. C'est là qu'apparaît Sainte-Geneviève, d'abord chronologiquement, donc en 1913, Péguy va consacrer à ce personnage deux œuvres considérables, la tapisserie de Sainte-Geneviève et de Jeanne d'Arc, et Sainte-Geneviève, patronne de Paris. Et puis, il y aura aussi la fin d'Ève, le grand poème d'Ève, qui se termine sur les morts parallèles de Sainte-Geneviève et de Jeanne d'Arc. Donc ça m'a semblé très, très significatif, au fond, que, alors que Notre-Dame, tout en donnant lieu évidemment à des strophes superbes et des vers superbes, reste un peu indéterminée, indéfinie comme création poétique, eh bien s'impose un peu sur le tard et est venue un peu de nulle part en quelque sorte, parce qu'avant, elle n'avait pas tellement parlé de Sainte-Geneviève, une personnalité qui, elle, va incarner Paris en dehors de tout monument. C'est vraiment la personne historique, hein, qui a vécu et sous le patronage de laquelle Péguy finit par remettre la capitale. Alors, c'est intéressant parce que, voilà, on a, me semble-t-il, quelque chose qui ressemble un peu à un renoncement à la monumentalité pour aller vers une figure historique, qui plus est féminine, qui plus est de sainte. Et là, ça me permet d'embrayer, si je puis dire, sur ces personnalités féminines qui ont été si importantes pour Péguy dans sa vie, dans son œuvre. Là, parlons de son œuvre, puisque Sainte-Geneviève, c'est une femme selon le cœur de Péguy, et elle rejoint évidemment Jeanne d'Arc, elle la rejoint dans la tapisserie de Sainte-Geneviève et de Jeanne d'Arc, puisque vous savez que ce long poème est écrit sur l'idée d'une rencontre par-delà les siècles entre ces deux figures, et également donc dans les morts parallèles, qui reprend cette même idée que par-delà les siècles, ces deux figures de l'histoire de France se rejoignent, et bien sûr se rejoignent aussi dans la dimension de la communion des saints. Donc on retrouve des femmes d'action, des femmes qui ont vraiment eu un rôle public dans l'histoire de France, mais que le Péguy poète et le Péguy chrétien, réunis par-delà la chronologie, par-delà les siècles, pour en faire vraiment des femmes qui ont sauvé la France, même si ce vocabulaire paraît désuet ou voire connoté. C'est vraiment des figures de salut pour la France en ce qui concerne Jeanne d'Arc, pour Paris plus spécifiquement en ce qui concerne Sainte-Geneviève. Et on voit comment, même à travers la notion de patronage, il y a aussi une évolution, parce que quand Péguy voit
en Notre-Dame, en la Sainte Vierge, la patronne de la France ou la patronne de Paris ou la patronne de la Beauce ou d'autres territoires, eh bien, le mouvement de sa poésie est un mouvement d'offertoire. C'est l'adverbe voici dans les tapisseries. Le poète présente la réalité charnelle, terrestre, à la patronne céleste. Mais quand il s'agit de Geneviève, ce n'est pas du tout la même chose. Geneviève, son patronage s'exerce du bas vers le haut, hein. C'est-à-dire qu'elle est la représentante du peuple de Paris, elle parle pour lui. Et c'est ainsi qu'il la met en avant, c'est ainsi qu'il définit son rôle de sainte patronne. Elle est à la tête d'un peuple en marche. D'où reprise d'éléments anciens de sa célébration de Paris, comme Paris étant la ville d'un peuple en marche. Je ne développe pas, mais cela remonte même à des textes très précoces, du reportage de Péguy sur des manifestations dans le triomphe de la République. Avec Geneviève, Péguy renoue avec un Paris qui est un Paris peuplé qui avance. Voilà, donc ça me paraissait très intéressant. Alors pour terminer, eh bien, j'ai continué mon cheminement et donc on s'est promené en prose, en poésie, et maintenant suivons Péguy en ville. Péguy en ville. Donc je fais écho aux remarques préliminaires de Charles sur le séminaire qui nous a amenés au chant, mais on est quand même là pour parler de Péguy et Paris. Et moi, je suis très sensible au Péguy citadin, au Péguy du quartier latin, peut-être plus qu'au Péguy des champs de blé. Et je voudrais donc terminer sur cette évocation d'un Péguy parisien en mettant l'accent sur Paris, la ville des grandes amitiés, et de ces amitiés spécifiques et tellement extraordinaires à mes yeux, qui ont été les grandes amitiés féminines de Péguy. C'est pour ça que je parlais de Cité des femmes, ce n'est pas seulement Marie et Geneviève, en tout cas Sainte-Geneviève, c'est aussi Geneviève Favre, sa grande amie, c'est aussi Pauline Banda, l'actrice, la cousine de Julien Banda, donc connue par son nom de scène, Madame Simone. C'est aussi la jeune journaliste Émilie Charlier, qui venait lui rendre des visites au Cahier de la Quinzaine à la fin, en 1913. Cette jeune femme qui venait d'Auxerre, qui avait été reçue première à l'École normale supérieure de jeunes filles, qui voulait écrire, qui avait lu Ève et qui, tout à son enthousiasme, rendait des visites à Péguy, impromptues, pour j'allais dire, lui dire son admiration, lui remonter le moral et entamer une vraie relation amicale, tout à fait dépouillée à la fois de ce qu'étaient les normes sociales en vigueur, puisque ça ne se faisait pas tellement, les relations amicales entre hommes et femmes, et aussi, et ça j'y suis sensible, très dépouillée de tout ce système de conventions, parce qu'il y a les conventions bourgeoises, voilà, les relations hommes-femmes dans le cadre du mariage, mais il y a aussi tout un tas d'autres conventions qui faisaient que, notamment liées à Paris, où les relations hommes-femmes dans Paris, c'est quand même la prostitution, les courtisanes. J'avais fait un rapprochement avec les déracinés de Barès, parce que à la lecture de cet ouvrage, j'avais été vraiment très frappée par la façon dont étaient évoquées ces deux jeunesses, la jeunesse masculine qui venait faire ses études à Paris et la jeunesse féminine. C'était des pauvres filles dont les rapports avec la gent masculine étaient uniquement régis par la prostitution. Eh bien, il me semble que ces amitiés de Péguy s'écartent absolument de ça et qu'en cela, on sort un peu de l'anecdote et du biographique pour arriver dans une dimension qui est plus presque, je dirais, prophétique, qui annonce quelque chose qui est peut-être même pas encore, qui n'existe peut-être pas encore tant que cela, mais une relation homme-femme dégagée, délestée de beaucoup d'entraves que font peser sur elle des conventions de toutes sortes, ce qui me permettait de terminer sur Paris, ville du salut,
hein, Paris qui est célébré ainsi comme ville du salut dans un autre grand texte en prose, de la situation faite aux partis intellectuels devant les accidents de la gloire temporelle, mais que Péguy aurait peut-être commencé à arpenter avec justement ces femmes qu'il a aimées et qui l'ont aimé d'une façon tout à fait non conventionnelle et qui vaut la peine d'être rappelée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, chère Claire. Merci beaucoup aussi à Charles et à nos deux orateurs, notre oratrice, notre orateur de ce jour, et à notre président, Éric Thiers. Donc, vous avez compris, nous vivons aujourd'hui un moment dans un monument, un séminaire sur Péguy et Paris, sur le Paris de Péguy, à son image et aussi à leur image. Ce fut un séminaire en itinérance. Charles a justement retracé l'étymologie, les origines et les embranchements du mot séminaire. Séminaire en itinérance, donc, parce que d'abord empêché par des mouvements sociaux qui ont agité la ville, le peuple de Paris, puis par la pandémie qui a statifié la ville dans ses monuments. Et le Paris de Péguy a quand même débordé comme une crue de la Seine dans l'édition, avec la parution de 2 bulletins de l'amitié Charles Péguy consacrés à Paris, bientôt 3. Il a trouvé aussi son chemin dans le monde moderne, avec les captations vidéo des conférences qui ont été diffusées sur la toile dans le monde moderne. Et merci à Pierre-Yves Le Priol de s'y être également consacré, jusqu'à nous retrouver aujourd'hui en présentiel, selon la formule consacrée, à Paris, en Sorbonne, paradoxalement, et Charles a bien souligné le paradoxe aussi du Paris de Péguy, avant d'aller justement traverser cette même Sorbonne et une rue de Paris pour aller à l'inauguration de la plaque de la librairie fondée par Péguy. Il n'est bon bec que de Paris. C'est un grand ancêtre en poésie de Péguy Villon qui l'a écrit dans son testament, dans la ballade des femmes de Paris, lui aussi, et en cette fin de Moyen-Âge qui était si chère aussi à Péguy, Moyen-Âge aussi masculin et féminin, si l'on change à Jeanne et à Geneviève. Merci donc à notre orateur, à nos oratrices, auxquelles vous allez pouvoir poser des questions. Je vais laisser la parole à la salle avant aussi de revenir moi-même vers nos 2 intervenants avec des textes en résonance aussi avec le Paris de Péguy, dont un de Colette, et nous ne nous étions pas concertés avec Charles. Mais je voudrais d'abord donner la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions, en sachant que même si, et je vous en remercie, le temps était parfaitement maîtrisé des interventions, j'ai demandé de faire des questions courtes et j'ai demandé aussi des réponses courtes à nos orateurs, en sachant qu'il est 11h moins le quart. Voilà. Donc, nous avons un temps de discussion. Nicolas? Merci beaucoup. Je travaille en banlieue, très modeste, merci, ça rafraîchit, ça met les graines, voilà, merci. Et je me rappelais quelque part, Péguy parle des bourdons de Notre-Dame avec Victor Hugo, mais je ne sais pas très bien où, mais Péguy, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. C'est clair. Claire? Oui, alors effectivement, c'est dans Victor-Marie contre Hugo que dit. Mais justement, il parle de Notre-Dame, mais il parle de ces 2 tours qui forment le H de Hugo. Et en quelque sorte, ce Paris, enfin,
cette page que j'ai relue, il m'a semblé qu'on pouvait l'interpréter comme le fait que Peggy laisse Notre-Dame à Hugo. Littérairement, Notre-Dame, c'est le monument de Victor Hugo. Et lui, il faut qu'il crée autre chose, parce que c'est déjà pris. Voilà. Mais ça n'empêche que, et je pense que c'est dans cette page qu'il y a peut-être une allusion, enfin plus qu'une allusion, mais en tout cas dans cette page, il est vraiment question, effectivement, de la cathédrale. Mais il est question de Hugo, la cathédrale, c'est Hugo. Oui, c'est bien dans Victor-Marie que compte Hugo. Et en fait, Peggy, je suis tout à fait d'accord avec Claire, laisse à Hugo ce monument littéraire qui est Notre-Dame de Paris, en fait. Hein, Juste une petite remarque sans allonger. Il me semble qu'on trouve dans le dialogue Hugo-Peggy, et à travers cela, dans toute la littérature, mais je suis philosophe, pas littéraire, cette idée extraordinaire que Paris, c'est un lieu où on transforme la naturalité en monde. Sauf que mondanité et mondain, ce sont des termes qui sont, qu'en penses-tu Claire, délestés de leur... Le monde, c'est la nature en tant que je peux la nommer. Et ça, je ne sais pas si les écologistes pourraient en faire leur miel, de bourdon ou de faux bourdon, de guêpe, de fine guêpe, mais je suis certain que tout ce que tu nous as dit, Claire, mais aussi ce que Rilke trouve dans Paris, c'est-à-dire le fait de transformer les choses en mots. Et c'est peut-être ce qui est dans le « ceci tuera cela ». Alors, petite objection, mais il ne faut pas de ping-pong. Je crois que tu as raison, Claire, sur la critique de la fixité de la monumentalité. Or, monumentum veut dire aussi avertir. N'oublie pas. Et on voit ça aussi dans le rapport de Peggy aux cathédrales, qui sont des nécropoles vivantes, si je puis dire. Ce ne sont pas des nécropoles cimetières. Voilà. Mais c'est un autre colloque. Jennifer, au fond. Merci beaucoup aux intervenants. Moi, je pensais peut-être la ville aussi comme un lieu de sociabilité, de café, de culture de café, de cabaret, la closerie des Lilas, où je sais que Peggy a mangé au moins une fois, mais peut-être plusieurs fois, invitée par des amis. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette culture-là, le café qui vient de Vienne aussi, éventuellement? Qu'est-ce que le café contribue à Paris, à la ville et Peggy avec? Très rapidement, si Dominique le permet. Oui, vas-y. Non, mais je peux Bon, me taire, c'est dur, mais je peux. Est-ce qu'il y a dans un jugement de Clémenceau en 1903 sur Peggy, en disant c'est le fils de Voltaire et de Diderot, il y a, à mon avis, sur la scène de l'écriture, une prise en compte du lien entre civilité, d'abord politesse, civilité, urbanité, et ensuite citoyenneté bien comprise, et aussi hospitalité. Paris n'appartient à personne parce qu'il est ouvert à tous. C'est la belle formule que tu as plusieurs fois rappelée. On est de Paris, on n'est pas à Paris. Tu te souviens ce que tu as dit, Eric? C'est tiré du texte d'Alexandre de Vitry. Voilà, qui dit qu'on n'est pas de Paris, mais on est à Paris. Voilà. Et que chacun vit à Paris comme il l'entend, parce qu'on n'appartient pas à Paris. Si Paris n'appartient à personne, personne n'appartient non plus à Paris. Et le Paris de Peggy n'appartient à personne non plus. Même, excusez-moi, ne vous choquez pas, même aux péguistes. Pour terminer la série, civilité, urbanité, citoyenneté, hospitalité, c'est concentré dans l'espace même architectural. Passage, promenade, perspective. C'est d'ailleurs pour ça que le Paris du XVIIIe siècle, qu'en pensez-vous, a été copié un peu dans le monde entier. C'est-à-dire le lieu, c'est pas pour rien que passage veut dire à la fois un lieu qui relie des rues, mais c'est aussi un extrait de livre. Parce que Paris est un texte. Je crois qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de cette idée et que c'est devant nous encore. Le textum, le tissu urbain. Et donc, café. Le café, c'est ça. Pour moi. Je m'excuse, je ne veux rien là-dessus. Vous avez lié aussi le salon, parce que bien sûr. aussi créé son salon. Absolument. Le café lit, Café Peggy, c'est complètement dans la sociabilité. Et cette sociabilité, mes amis, alors on ne va pas faire du Charles Trenet, mais on regarde pour la télé, quoi. Et
on continue à utiliser ces portables, même quand on nous recommande entre pédistes ou pas. Ça, c'est, je pense que la parataxe des écrans a remplacé la syntaxe des politesses. Je peux rajouter un petit mot, peut-être, si vous permettez. Jennifer, effectivement, tu attires notre attention sur le café. Donc, on sait très bien à quel point nous redécouvrons nos cafés depuis le confinement. Hein, le plaisir de boire sur les terrasses, de nous retrouver en socialité sur les terrasses qu'on n'avait pas pu fréquenter depuis pendant très très longtemps. Je rappelle que Peggy, j'en parlais dans mon propre article paru dans le dernier bulletin, avait aussi des cafés de prédilection, effectivement, pour rejoindre ce que tu dis. Bien sûr, là où il mangeait à midi, le Balzar, tout près qui est une brasserie, mais qui était aussi un café, hein, où on buvait des chopes de bière. Il y avait le bouillon Racine de l'autre côté de la rue. Et il y avait surtout, au coin du boulevard Saint-Michel et de la rue des Écoles, c'est aussi un peu un signe des temps, deux grands cafés dont je parle dans mon article et qui ont disparu aujourd'hui, qui ont été remplacés l'un par une banque et l'autre par un magasin de prêt-à-porter, le Vachette et le Soufflet. Donc, ils se retrouvaient régulièrement pour manger, déjeuner dans ces établissements, mais qui étaient également des cafés avec des grandes terrasses faisant angle. Et donc, il y avait encore beaucoup plus d'établissements et de cafés dans le Paris il y a un siècle qu'aujourd'hui. Mais donc, voilà, c'est intéressant de parler de cet art de vivre à la française dans les cafés, déjà du temps de Peggy, à l'époque où justement on se déconfine aujourd'hui et on redécouvre ce plaisir de s'y retrouver tous ensemble après avoir vécu chacun et les uns et les autres séparés les uns des autres. Voilà. C'est pas ça. Dans le 5e, alors de la rue Pénal et de la rue Port-de-Phare, je crois. Et là, dans ce quartier coopératif du quartier Lapin, il retrouvait également plein de personnes qui connaissaient et la conversation était libre et facile. Si je peux ajouter, c'est aussi, pour rebondir, le café, c'est le lieu de l'amitié qu'on trouve dans les articles, mais surtout dans les correspondances. Par exemple, quand Lot raconte ses conversations avec Peggy, notamment lorsqu'ils s'avouent mutuellement qu'ils sont revenus au catholicisme, ça se passe dans des cafés, au Balzar notamment, où ils avaient manifestement leur habitude, où ils prenaient un bon boc de bière. À l'époque, on pouvait boire des bocs dans les cafés. Maintenant, on ne peut plus boire que des demi ou plus encore. Les galopins. Voilà, les galopins, c'est fini, et les bocs aussi. Mais on voit bien que c'est un lieu à la fois de sociabilité classique, mais également de rencontres amicales. Et c'est ce qui nous a tous manqué aussi d'une certaine manière. L'accompagnement relationnel de l'urbanité, de la civilité, cet accompagnement devient politique dans le club. Le club, sous la Révolution française, c'est une sorte d'appendice, de prolongement du café, dont le Procope, déjà, ce motif du café se retrouve comme lieu de la convivialité, qui est l'horizon de la citoyenneté. Si on veut une société fraternelle, une république laïque fraternelle, c'est pour que l'amitié se devienne fraternité au sens d'harmonie de la cité harmonieuse et que cette cité soit guidée par sa féminisation est essentielle. Un autre grand non-lecteur de Peggy, qui s'appelle Auguste Comte, n'a pas manqué d'insister aussi sur ce rôle médiateur de la femme dans la société française. Et ça, c'est un autre colloque. Peggy et Comte, c'est encore autre chose. Mais pour rebondir sur ce que disait Claire, dans les cafés, on ne trouve pas les femmes. C'est une sociabilité masculine. Ou alors, c'est parce qu'elles sont serveuses. Et les femmes, on les voit ailleurs, dans les salons, dans les dîners, etc. Dans la rue aussi. Dans la rue, c'est les passantes. Les passantes aussi faire ce grand poète Baudelaire. Monsieur. Je voulais remercier nos deux orateurs, parce que vraiment c'était très intéressant ce que vous nous avez appris. Et moi j'ai été très frappé par ce qu'a dit Charles sur le fait que les mots sont des choses, disait Lucien Foucault. Et j'ai été absolument fasciné par ce texte, ce qui est dans Situation, on a parlé de Claire, ce texte qui est fou. C'est un texte totalement paroxystique, je crois surréaliste, qui procède en partie de l'écriture automatique
où Peggy additionne, je crois, 135 superlatifs dans une même phrase, et où il se gorge de mots. Il y a une ivresse verbale, comme quand il ne peut pas s'arrêter finalement d'écrire. Comme quand il publie Ève, Pauline, il est encore en train, pendant que l'imprimeur est en train d'imprimer, il est en train de produire des nouveaux quatrains parce qu'il ne peut pas s'arrêter. Et ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que Paris, c'est tout. C'est-à-dire que c'est la ville la plus royaliste et c'est la ville la plus républicaine. C'est la ville la plus pourrie et la plus sainte. C'est un monument et même un monument de monuments. En même temps, c'est une ville où il y a une sorte de phatrasie avec énormément de mots inventés qu'il répète, des formules alambiquées de syntaxe. Et puis, il dit que chaque pavé est un monument. Il résonne de l'histoire. Et il parle des égouts, de la terre, du terreau. Et on retrouve exactement des formules qu'on trouve sur Orléans, sur les Saint-Jean-de-Bray, et les paysans, etc. Et tout ce qu'a dit d'ailleurs, je crois que c'est Simone Fraisse sur le thème de la terre, du terreau à Paris. Et c'est quelque chose d'un peu fou parce que pour lui, finalement, ça m'a fait penser à ce qu'il dit sur la Révolution. Vous savez, il dit une révolution, c'est pas de passer d'un état A à état B. Ce qu'il faut, c'est que ce soit plus profond. Si ce n'est pas plus profond, dans l'ordre où l'on est, de toute façon, ce n'est pas une révolution. La révolution, elle est intérieure ou elle n'est pas. Et c'est au-delà des différents termes, puisqu'il additionne des quantités d'opposition dans ces superlatifs. Il y a tous les superlatifs et tous les superlatifs contraires. Et puis, il y a un moment où ça s'arrête. Il y a deux phrases essentiellement dans ce texte, des longues phrases. Il y a un moment où ça s'arrête, je voulais parler, c'est le jardin du Luxembourg. Parce que, tout d'un coup, on est dans la poésie lyrique. Vous avez l'automne au jardin du Luxembourg, et c'est absolument divin. Et il s'arrête, et au milieu de Paris, tout d'un coup, il nous cite ce vers d'Agrippa d'Aubigné. Je ne sais pas si vous lisez Agrippa d'Aubigné, mais dans l'œuvre d'Agrippa d'Aubigné, on trouve au milieu de choses assez violentes, tout d'un coup, ce vers, une rose d'automne, et plus qu'une autre. Puis ça recommence. Voilà. On aura une étape cet après-midi où on lira ce que Peggy écrit sur ce magnifique jardin intérieur. Le jardin du Luxembourg est géré par un établissement que je connais bien, et que l'avantage du jardin, c'est la publicité gratuite. Si vous comparez que le jardin de l'Élysée, vous ne pouvez plus garder une partie, le jardin de Matignon, on ne peut pas aller, le jardin de l'Assemblée nationale, où ne peut aller que le président de l'Assemblée nationale, là vous avez un jardin qui est fréquenté par 7 millions de personnes tous les ans. C'est une chose. Personne, je m'appelle Dominique Maillard, je suis de la communauté Saint-François-Xavier et directrice du collège lycée Charles Péguy à Paris et accompagnée par M. Paul Miro qui est professeur de philosophie dans l'établissement. Comme moi, passionné par l'ordre de Péguy. J'ai été extrêmement intéressée par l'alliage que je fais dans la tête et j'ai peut-être envie de vous ouvrir une perspective pour l'avenir, pour nous, entre la nomination, enfin les mots qui sont les autres, la monumentalité vivante et ce qu'a dit Claire demain sur le patronage. Et alors justement, je m'intéresse sur le lien entre la nomination et le patronage d'un établissement scolaire aujourd'hui, qui s'appelle Charles Péguy, établissement avec un tiret, mais qui est sous le patronage de Charles Péguy. Et de même qu'en 2014, on s'est lancé dans une pièce de théâtre avec le Pierre Grandry, qui était un circuit Péguy dans l'établissement. Donc nous avons habité l'établissement avec 6 étapes qui correspondaient à 6 moments de la vie de Péguy.
On a ensuite été à Villeroy avec un groupe de jeunes. L'année prochaine, on va fêter les 80 ans de la création de cet établissement, qui est né en 1941, en pleine guerre. Madame Galilou avait dû ouvrir cet établissement en pleine guerre. On va fêter les 80 ans, et en vous entendant, je me disais, mais il y aurait quelque chose à faire sur le lien entre l'établissement monument, enfin, voilà, on ne peut pas le placer, c'est pas notre là, mais entre le lieu, entre le nom, entre le patronage, et évidemment le lien entre l'étude, l'école, la liberté de penser, de s'engager. Vous voyez ce que je veux dire? En vous entendant, je me suis dit, il y a un truc à faire entre nomination, monument, lieu précis, figure patronale, écrivain. Bon, je vous livre cette petite perspective modeste, mais qui pourrait être passionnante. Je rebondis d'autant plus que... Et transmission, et transmission. Voilà, je vais laisser la parole à Charles autour de la notion de transmission. La question de l'éducation est évidemment pour nous quelque chose d'essentiel. Je ne veux pas rappeler l'épisode tragique de Samuel Paty, mais à l'époque, on avait beaucoup cité Péguy, les hussards, etc. Et pour nous, c'est évidemment une question cardinale. Et si votre établissement fête ses 80 ans, l'Amitié Charles Péguy fête aussi ses 80 ans l'année prochaine, puisque l'association a été fondée clandestinement en 1942 par Auguste Martin, et nous souhaiterons à l'occasion faire quelque chose d'un peu particulier autour du bulletin, mais pas seulement. Et donc, effectivement, cette main tendue, nous la saisissons au vol, parce que tout ce qui peut nous amener, Claire a beaucoup œuvré pendant sa présidence en la matière, tout ce qui peut nous amener vers les jeunes. Et le colloque, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, le colloque de décembre sera consacré à l'enfance. Et évidemment, pour nous, un axe majeur de notre action associative. Et je laisse la parole à Charles. Claire, vous voulez ajouter quelque chose à ce que dit Eric? Non, Eric a très bien parlé, mais je suis tout à fait passionnée par les réflexions que vous avez partagées avec nous, Dominique, sur le patronage, sur le nom. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, de me rendre au centre Charles Péguy de Garges-les-Gonesse. Eh bien, j'ai pris une photo de la plaque sur cet immeuble décrépit, une petite plaque centre Charles Péguy. Pour moi, c'est un ferment. C'est quelque chose. On parlait de graines qui vont pousser et fructifier. Là, il y a du péguisme en acte. Il y a la cité harmonieuse à tous les étages, avec ses difficultés, mais avec ses promesses tenues aussi. Et donc, ça m'a vraiment... j'y allais pas du tout pour parler de Péguy. C'était une démarche personnelle. Et finalement, de retrouver Péguy là, ça a été quelque chose de très fort. Et c'est bien que nous fassions des séminaires comme on fait aujourd'hui à la Sorbonne. Et c'est bien de savoir aussi qu'une œuvre peut se poursuivre, peut poursuivre sa vie sous d'autres modes, en d'autres lieux, et que cette notion de patronage, il faut qu'on l'explore en effet. Parce qu'effectivement, les gens qui fréquentent le centre Charles Péguy de Garges-les-Gonesse, ils ne savent pas du tout qui est Charles Péguy. Et donc ça, c'est bien de pouvoir parler là-dessus, de pouvoir leur dire, ils sont tout contents d'apprendre qu'ils connaissent au moins un écrivain français et qu'en plus, c'est un écrivain qui a peut-être, qui peut-être les comprend et les comprend même dans son œuvre. Donc, oui, moi, j'aimerais bien poursuivre cette réflexion sur le patronage et notamment le patronage de Charles Péguy sur des établissements de différentes sortes. Alors, évidemment, tous ceux de la communauté Saint-François-Xavier, grâce à l'intuition de Mme Danielou, on a déjà fait des choses là-dessus, mais il y a encore beaucoup à explorer. Et puis aussi, les autres établissements, les établissements laïques, qui s'appellent Charles Péguy, on a beaucoup de choses à faire en direction de ces établissements. C'est un chantier, ça. Ah oui, quelques justes brèves remarques. Il y a un lien évident entre transmission, enfance, école et acte de nommer chez Péguy. Je vous rappelle la page magnifique
où Peggy raconte son entrée dans une classe, je ne sais plus quelle année, les amis, où il dit que grâce à l'école, j'allais dire, les plantes deviennent des végétaux, vous vous souvenez, etc. Les pierres deviennent des minéraux. C'est-à-dire que l'école est le lieu où les mots de tout le monde peuvent devenir les miens sans m'aliéner. Voilà d'ailleurs pourquoi les fanatiques non seulement s'en prennent, Jennifer, au café, mais ils s'en prennent aux écoles, notamment en interdisant aux petites filles en Afghanistan ou dans des lieux, disons, confessionnels, pas toujours regardés de près par la République. Bref, l'acte de nommer permet de prendre distance par rapport aux mots dont j'hérite pour que cela devienne des mots choisis. Et en français, choisi a deux sens. C'est mon choix et je fais attention à ce que je choisis. Les mots de mon choix doivent être choisis. Et je vous mets au défi de trouver deux lignes où exactement, Jean-Pierre, Peggy se répète à l'identique. C'est une fadaise de dire qu'il se répète. Vous avez dit qu'il n'y avait aucune répétition. Absolument, il n'y a aucune répétition. Les pages de Béguin, éclairez-moi, rappelez-moi, sur la litanie chez Peggy sont donc, oui, il y a un acte de fondateur dans l'acte de nommer quand on est enfant devant des maîtres qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils aiment non pas les élèves, quoique, mais ils aiment leur propre amour de la discipline. Un prof de maths est celui qui fait aimer les mathématiques parce qu'il aime les mathématiques. Je pense que le ministre ferait bien de continuer à dire la même chose, que son successeur n'oublie pas cela. Et effectivement, ce qui fait le lien entre nommer et enseigner, c'est l'idée même d'institution, qui au XVIe siècle, j'en ai pas le littéraire là, au XVIe siècle veut dire à la fois fonder, mais aussi instruire. Voilà. Instituer un enfant, c'est faire surgir l'élève sans renoncer à sa propre enfance. Dernier élément, et ça, si Claire le veut bien, on le développera en décembre, c'est l'idée que l'enfance, c'est le lieu où je ne peux m'arrêter à aucune identité, puisque justement, tout est devant moi. C'est la différence. C'est pour ça que l'école appelle nouveau chaque élève qui arrive en milieu d'année. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est péguiste. Vous voyez, je vous renvoie à la page. Voilà. Et une fois de plus, confirmation de cet outil émancipateur pour nous péguistes, qui est la classe paradoxale. C'est pas, je ne sors pas ça du chapeau pour faire le malin. Je pense que Peggy peut refonder une théorie de l'école tout autant qu'une théorie de la transmission. Et ça, c'est notre responsabilité politique. Pas ça, politique au sens, comprenez, pas partisan, pas partitique. Civique, c'est ça que je voulais dire. Merci pour cette belle question et bon, je pense que… Ah oui, c'est belle coopération. Je crois que nous parlions. Oui. Est-ce que quelqu'un… Je suis très content parce que justement l'idée de ce séminaire, c'est que ce soit Un séminal à bâton rompu. Donc je suis très heureux que ça prenne cette forme. Une autre question. Qu'elle se présente. Pourriez-vous nous rappeler qui vous êtes? Alors, je suis Magali Peggy, fille de Viviane Peggy, donc arrière-petite-fille de Charles Peggy et arrière-petite-fille également d'Auguste Martin, fondateur de l'amitié Charles Peggy. Oui, émotion. Oui, pardon. Et les interventions que vous avez eues, et je vous remercie, m'inspiraient de la volonté de partager une réflexion que j'avais concernant l'inscription géographique d'un des textes de Peggy, la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, où effectivement, comme vous l'avez mentionné, on a des quatrains qui s'additionnent aux quatrains et qui s'additionnent aux quatrains, et pourtant à un moment, Peggy s'arrête. Et j'ai eu la curiosité de compter les quatrains, il y en a 89, qui n'est pas un chiffre rond particulièrement. Et ce qui m'interpellait, c'est qu'à l'aide de technologies modernes comme Google Maps, je voyais que la distance géographique entre Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres était proche des 90 km. Et je me demandais dans quelle mesure le choix de s'arrêter, parce que c'est vraiment un choix au final de Peggy, de s'arrêter à 89, relevait d'un clin d'œil peut-être à cette distance géographique. Ça va être au seuil, en quelque sorte. Tout à fait. Alors, Pauline, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu rajoutes un paragraphe à la prochaine édition de la Pléiade qui mentionne ce fait qui ne nous était pas apparu et qui est important?
Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait, je porte plus. Moi, j'aurais bien une question à poser aussi à Claire. Donc, Paris, le lieu des amitiés, et singulièrement des amitiés féminines de Peggy. Donc, dans ton très bel article paru dans le dernier bulletin, Claire, tu évoques, donc, effectivement, comme tu les as à peine cités tout de suite, tu n'avais pas le temps, 3 figures de femmes qui ont été proches de Peggy. Donc, Geneviève Fabre, on la connaît, on en parle assez régulièrement dans nos rencontres, elle est omniprésente dans la biographie de Peggy. Madame Simone, on la connaît aussi un peu mieux depuis qu'on a fait une rencontre dans ce fameux château il y a quelques années. L'amitié a un grand moment estival de plaisir et de découverte dans le lieu où Peggy venait et rencontrait Madame Simone et son mari quelque part dans l'Oise. Et donc, il y a une troisième personne que, pour ma part, que tu m'as fait découvrir, Claire, et j'aurais bien voulu que tu nous en dises un petit peu plus, parce que je la trouve particulièrement attachante, cette jeune femme journaliste diplômée de normale, de jeune fille, qui s'appelle Émilie Charlier, assez peu connue parce qu'elle entre dans la vie de Peggy à la toute fin de sa vie, et peut-être que ça vaut le coup de donner un petit coup de projecteur particulier sur elle, si tu peux le faire maintenant. Alors, Émilie Charlier, moi je l'ai découverte aussi en lisant les bulletins de l'amitié Charles Peggy, parce que c'est pas quelqu'un dont on parle tellement, mais il y a eu dans les années 80, donc j'essaye de retrouver les numéros des bulletins. C'est en fait à Jean Baster qu'on doit de l'avoir un peu sorti de néant, puisque c'est lui qui avait publié 2 bulletins qui mettaient en avant cette personne, qui a eu une certaine notoriété par la suite, puisqu'elle est devenue romancière, et elle a publié plusieurs romans sous le pseudonyme de Claude Franchet. Elle a eu vraiment une reconnaissance dans le cercle des lettres françaises. Et cette grande amitié avec Peggy était née, alors oui, parce que je me souviens au fur et à mesure, en fait, elle était amie avec la sœur de Jacques Maritain, Jeanne Garnier-Maritain, et à ce titre, elle fréquentait les déjeuners de la rue de Rennes chez Geneviève Fabre. Et c'est là qu'elle a entendu parler de Peggy, et même peut-être qu'elle l'a rencontrée la première fois, et qu'elle a eu la possibilité de lire Ève, qu'elle a beaucoup admirée. Et puis, elle a épousé, donc c'était quand son mari était sculpteur, c'est ça? Donc, Charlier, c'est son nom d'épouse, et ce jeune couple a connu Peggy donc par Ève. Alors, écoute, il faut que. Est-ce qu'elle l'a lu sur le manuscrit? Est-ce qu'elle l'a lu dans les extraits parus dans le bulletin de Lot? Je ne me rappelle plus. En tout cas, elle l'a lu presque en direct. Elle l'a lu très tôt. Et c'est à partir d'Ève qu'elle a éprouvé une grande sympathie, amitié, admiration pour Peggy. Mais une admiration qui n'était pas de la déférence. C'est ça qui m'a frappée, parce que dans les textes qu'on a retrouvés et publiés, les petits billets qu'ils échangeaient, on voit qu'elle est très familière avec lui. C'est un moment de sa vie où il ne va pas très bien, où il est découragé, et alors elle lui remonte le moral, mais elle ne parle pas comme une disciple à son maître, elle parle vraiment comme une amie. C'est tout à fait étonnant, et il faut relire ces bulletins qui ont été consacrés. Je vais donner les numéros des bulletins. Claude Franchet, souvenir, dans le bulletin numéro 24 d'octobre-décembre 1983, et un article de Julie Sabiani, des Amis de la dernière heure, Émilie et Henri Charlier, dans l'amitié Charles Peggy numéro 29 de janvier-mars 1985. Donc vous avez toutes ces précisions. Oui, je vais dire, le site dont Jean-Yves est l'un des celui qui le maintient et l'a construit avec Olivier Peggy, dispose de toutes ces archives. Donc, hormis les tout derniers bulletins, vous pouvez accéder à tous les bulletins qui ont été publiés depuis l'origine, à quelques exceptions près. Et donc, ces références sont tout à fait mobilisables très facilement. À partir du site, vous allez dans l'onglet bulletins
dans la partie archives. Et là, vous pouvez faire des recherches et trouver tous les bulletins auxquels vous souhaitez accéder, ce qui est très, très commode. Pour nos amis du centre Peggy, de l'école Peggy, les deux numéros dans notre bulletin, 2 numéros étaient consacrés à Peggy et les mots, Peggy et la langue. Pauline, est-ce que tu pourrais nous rappeler l'année où les volumes sur Peggy et la langue sont sortis? Je ne me rappelle plus. On peut vous donner la référence. On le retrouvera. On le retrouvera. Moi, j'aurais une question et aussi une réflexion sur Peggy et l'amour de Paris. Hein. Charles, tu as bien souligné que Peggy transforme les choses en mots. Un nombre incroyable d'écrivains ont écrit sur Paris. J'avais juste une référence d'Émile Godot, 10 ans de Bohème, dont on est une quinzaine d'années avant Peggy. Et je l'aimais, ce Paris, ses rues et ses boulevards, ses énormes édifices, ses squares, ses Champs-Élysées, ses arbres malingres, ses omnibus, ses stations de fiacre. Et aussi, je vénérais le bruit parisiaque, un joli néologisme, grondement d'orage, murmure de forêt, plainte d'océan, qui perpétuellement secoue l'atmosphère. Et encore, j'adorais la joie de l'imprévu, le chassé-croisé des femmes à propos, etc. Émile Goudot écrit ça dans 10 ans de Bohème. Émile Goudot était le président des hydropathes et un des animateurs du Chat Noir. Et il a contribué à cette mythologie et cette mythification de Paris de la Bohème. Est-ce que le Paris de la Bohème est aussi le Paris de Peggy? Je poserai aussi la question à nos orateurs. Et je voudrais aussi revenir sur une dernière référence avec Colette, sur l'amour de Peggy et les provinciaux que nous sommes, les étrangers que nous sommes à Paris, mais qui aimons Paris, et qui aimons Paris à chacun à notre façon, d'un amour différent, complexe. On a un peu une relation aussi paradoxale avec notre ville. Colette fait dire à l'un de ses personnages, Rézy, elle est née à Paris et l'aime en étrangère, passionnée des odeurs froides et douteuses, de l'heure où le gaz rougit le crépuscule bleu, des théâtres et de la rue. Voilà. On ne s'est pas concerté et Colette nous réunit et c'est tant mieux. Alors, ayant passé toute ma vie en philosophie, j'avoue que grâce à vous et grâce à Peggy, me voilà cousinant avec la littérature. Je pense que la littérature pense, mais on me permettra de mettre un A ou un E, vous faites comme vous voulez avec votre plume. Alors oui, pour l'amour, et je crois que l'amour de Paris, pour Peggy et l'inverse, me fait penser, si vous permettez, à une belle formule de Louis Massignon, disant que nous ne pouvons pas ne pas aimer, mais nous n'allons que rarement jusqu'au bout de ce que l'amour nous demande. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un lien avec l'enfance et aussi un lien avec l'espérance. Hein. C'est aussi le lieu, c'est pour ça que, qu'en penses-tu, Jean-Pierre? C'est aussi le lieu de la sanctification bien comprise. Et je pense qu'on aboutit avec Peggy à ce grand paradoxe d'une sanctification laïque. C'est-à-dire que par la beauté, le bon goût, le chic, n'oublions pas que si Paris est Paris, c'est parce qu'il est aussi le lieu du bon goût, le bon bec, mais c'est aussi le lieu de l'élégance et de la haute couture. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de la haute culture et de la culture cosmopolite qui ose l'universel. Et là, c'est un problème pour nous, aujourd'hui, de reconquérir le cosmopolitisme esthétique de Paris. Et ça, c'est un défi que les péguistes peuvent relever. Et toutes les énergies pourraient se mobiliser. Rendez-vous début janvier 2022. Alors oui, Colette, c'est un vrai bon guide pour montrer à quelles conditions les mots de tous peuvent être mis au service de chacun. Comme Julie me parlait toujours de Blanche, elle faisait une grande fixation sur Blanche. Pas du temps où je parlais avec elle. Alors, je vais te répondre. Simplement, je voudrais juste faire un tout petit aparté pour répondre d'abord à Charles sur le défi
la reconquête d'un Paris élégant et cosmopolite. J'ai modestement commencé à relever ce défi il y a peut-être 2 ans, quand j'ai été invitée à faire une conférence à l'Institut français de la mode, qui est un bel établissement qui reçoit des étudiants du monde entier pour apprendre à faire des belles tenues dans le chic parisien. Et alors, dans le cadre de leur cours de culture générale, dont s'occupe un garçon qui était un camarade autrefois, ce qui explique qu'il ait fait appel à moi, je leur ai parlé de Péguy et de la cité harmonieuse, puisqu'il fallait trouver quand même un biais pour leur parler de Péguy. Et ça avait très bien marché. Donc, effectivement, il ne faut pas avoir peur de relever les défis. On peut parler de Péguy à toutes sortes d'auditeurs et en recevoir aussi beaucoup. Donc, voilà. Alors, pour ce qui concerne Blanche, je voudrais… 321, merci Pierre-Yves. Voilà, je vais me lire. Et Blanche, me direz-vous, le grand amour, l'amour interdit de Péguy. Elle aussi était une jeune intellectuelle, agrégée d'anglais, professeure au collège Sévigné, habituée des cahiers de la quinzaine auxquels son frère, Gaston Raphaël, collaborait. Sans doute, les premières années, fut-elle pour Péguy, sinon une amie, du moins une camarade. Puis ce fut la passion qui le dévora charnellement, d'autant plus brûlante qu'inassouvie. Leur relation fut asymétrique et déchirante. Blanche ne saurait donc prendre place parmi les dames de ce Paris mystique que nous avons évoqué. Du reste, ce n'est pas à Paris que Péguy relie Blanche, mais à Chartres. Au terme de sa traversée de la Beauce, dans la cathédrale aux vitraux bleus, il avoue sa tentation et sa détresse et remet à cette autre Notre-Dame le fardeau de son immense peine. Voilà, donc j'ai plus le cerveau assez frais pour te dire autre chose que cela. Oui, bien sûr. Nous interprétons. Comme dirait encore Colette, elle fait dire ça encore à son personnage, nulle part les femmes ne sont jolies qu'à Paris. Absolument. Chers amis, si vous n'avez pas d'autres questions, de la salle, je vais laisser la parole à notre président pour la conclusion de ce moment. À toi, Éric. Juste 2 mots, vous remercier pour vos interventions et le caractère vivant de ce séminaire. C'est exactement ce que l'on souhaitait faire. Une discussion à la fois qui ne soit pas du café, du commerce. On a vu cet échange avec Charles, qui soit fondé sur des choses sérieuses et travaillées, mais qui en même temps laisse la liberté de parole. Moi, ce qui me frappe, c'est que tu as dit que Paris n'était pas la ville-monde. Je suis d'accord avec toi, avec l'idée de transmission. Le sentiment global, quand même, c'est que Paris est un livre, en réalité, à travers la question du langage, des mots. C'est une ville monstre aussi, d'une certaine manière, parce que la liberté qu'elle offre, elle est faite d'inquiétude. Et je pense que toutes les personnes qui ne sont pas parisiennes de souche, on est tous un peu des exilés à Paris, l'éprouvent sans doute en y arrivant et en y vivant. Et je pense que Péguy a sans doute cherché des formes de protection. Les femmes qu'évoquait Claire, d'une certaine manière, ont aussi, métaphoriquement et réellement, joué ce rôle. Et c'est des patronnes. Voilà, c'est des patronnes, c'est le terme aussi qu'on utilisait tout à l'heure. Je crois que la recherche de la protection à travers cette inquiétude qui est la vie finalement, c'est pour ça que j'ai intitulé mon texte « Paris, la vie », est très importante chez Péguy. Pour faire le lien entre les deux, entre les mots et la vie, je crois que le terme le plus approprié, et on rebondit sur les questions de mode, etc., c'est un mot que tu utilises, Charles, c'est le mot « style ». En réalité, Paris, chacun y cherche son style de vie, son style littéraire, sa manière d'être. Et c'est une ville ouverte, d'une certaine manière, de ce point de vue-là. C'est en cela qu'on y est si attaché. Et je crois que c'est en ça que c'est une ville si péguiste. Voilà, je suis très heureux de ce moment. Nous avons une demi-heure pour nous déplacer tranquillement jusqu'au Petit Grec, qui est le lieu où était installée la librairie Belay. Donc, il suffit de remonter la rue de la Sorbonne. Comme Denis l'a précisé, nous pouvons ressortir par l'endroit où nous sommes entrés.
j'ai l'impression de faire des annonces paroissiales, mais pour ceux qui souhaiteraient faire une pause entre-temps, il faut aller, il y a un petit endroit en bas. Si certains souhaitent une pause toilette, c'est en bas de l'escalier à gauche, là où il y a écrit sur la porte service audiovisuel. Voilà. L'acte de nommé à la Sorbonne n'a pas été bon. Et alors, palier, il y a bien un service audiovisuel. Quand on continue de descendre l'escalier, il y a des toilettes au fond. je n'ose faire le parallèle avec ce que disait Charles au début entre la communication et la transmission. Terminer avec des films classés X, alors là, je suis broyé. Je vous remercie beaucoup. Comme disent les ados, j'hallucine. Le colloque sur l'enfance aura lieu dans cette salle le 4 décembre. Ne perdez pas le plan. Voilà. Cherchez les lieux, ce n'est pas du temps perdu. L'expérience vous resservira pour ce nouveau pèlerinage. Donc, nous nous retrouvons avant décembre à midi au Colis grec, donc en haut de la rue de la Sorbonne qui vient de la rue du Courtina, au croisement de la rue du Place. Et la balade est à 14h30 et le rendez-vous est à la Boutique, 8 rue de la Sorbonne, 14h12. Promenade de 2 heures. Voilà. Merci beaucoup et bravo. Merci.